4, de manière générale, c'est de se dire, une des meilleures manières de pouvoir évaluer une entreprise, c'est de se pencher sur un potentiel futur et non pas sur ce qui a été son histoire ancienne. Donc, le potentiel d'une entreprise, c'est notamment la trésorerie qu'elle est capable de générer, c'est-à-dire les flux qu'elle est capable de générer. Et donc, d'ordre général, on va prendre tous les flux futurs de l'entreprise en ayant le réflexe de les actualiser pour les ramener au jour où on fait l'évaluation. La complexité, c'est que se tourner vers tous les flux futurs, ça nous amène très loin. Donc le réflexe est de scinder en deux familles de flux. Les flux d'un futur proche, on ne dépasse pas 10 ans. Et cela, on va les détailler, c'est un business plan qui est calculé. Et puis vous avez les flux à un horizon temporel plus lointain, qu'on va tous résumer en ce qui est appelé une valeur terminale, avec éventuellement des simplifications, parce que c'est tellement loin dans le temps que la précision est rendue complètement caduque. Une précision à 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Mettez-vous en arrière, hein, imaginez vous êtes en 1970 et vous tentez de voir quels pourraient être les flux de trésorerie de Danone, Saint-Gobain, Peugeot, Renault ou de X entreprises qui ont déjà largement disparu depuis. Ça rime pas à grand-chose. Cette approche générale, on peut la décliner en plusieurs possibilités. La première méthode, la plus utilisée, la plus courante, pour pas dire quasiment l'unique, hein, parce que on verra que elle est utilisable pour pouvoir obtenir les mêmes résultats que les autres, c'est la méthode des flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie disponibles, la question en fait qui est derrière, c'est disponible pour qui? C'est disponible pour deux apporteurs de capitaux, les associés et ceux qui ont prêté de l'argent à l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que l'on va prendre l'intégralité des flux de trésorerie que génère l'entreprise. On va tenir compte dans leur calcul de tout ce qui peut être sorti, parce qu'il y a un investissement, on achète un nouvel équipement, parce qu'on doit amortir, parce qu'il y a de l'impôt, etc., etc. Et ça nous laisse alors le montant de trésorerie généré durant l'exercice pour pouvoir ensuite eh bien, rembourser la dette et l'intérêt qui va avec et verser le dividende aux associés. Voilà la dimension qui est cachée derrière. Ce qui fait que l'actualisation va utiliser un taux que vous avez déjà rencontré, qui est le CMPC. On obtient alors la valeur globale de l'entreprise. Et si on veut savoir quelle est la valeur des capitaux propres, c'est-à-dire cette fois-ci ne s'intéresser qu'à une partie de la population très particulière, celle des associés, on retranche à la valeur globale de l'entreprise la valeur de la dette financière. Voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, la question de comment on calcule les flux de trésorerie, c'est pas la plus compliquée. On fait un calcul sur les premières années et chaque fois on est sur de la prévision, donc ce qui veut dire qu'on part d'un résultat d'exploitation prévisionnel. Et puis celui-ci, on l'ajuste en disant s'il y a un résultat d'exploitation, il va y avoir un impôt qui est lié à celui-ci. On va très certainement pouvoir imaginer quelles peuvent être les dotations, amortissements et provisions liées à l'exploitation. Alors c'est beaucoup d'amortissements, les provisions c'est un peu plus compliqué à quand même établir, hein. Les éventuelles reprises qui peuvent aller avec. Donc ça, c'est quand même relativement peu courant qu'on ait beaucoup d'éléments sur les reprises. Comme on est sur quelque chose qui maintenant ressemble à de la CAF, hein, après que vous avez fait ce début de calcul, vous allez dire bien la CAF, c'est pas de la trésorerie, c'est un potentiel de trésorerie. Il faut tenir compte de ce qui va être retenu dans le cadre d'une augmentation, par exemple, du besoin en fonds de roulement d'exploitation.
Donc on a besoin de fonds de roulement exploitation qui va varier d'une année sur l'autre, ça me diminue, d'autant la CAF, CQFD pour le flux de trésorerie. Et puis enfin, est-ce qu'il y a des prévisions d'investissement? Et là, je tiendrai compte du montant brut, puisque le montant brut, c'est réellement ce qui va sortir de l'entreprise pour pouvoir acheter, par exemple, un équipement. Ceci étant fait, j'ai mon flux de trésorerie disponible. Pour pouvoir monter ce business plan, très souvent, on a besoin de différents taux. Et ben là, c'est là où il y a largement des débats qui sont possibles. Parce que pour pouvoir calculer votre résultat d'exploitation, par exemple prévisionnel, vous avez besoin de savoir comment va fluctuer le chiffre d'affaires dans les prochaines années. Je pense que là, vous imaginez déjà qu'il peut y avoir de larges débats. Est-ce qu'on va être sur 5, 4, 3, 2, 1% de croissance dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Donc là, vous voyez, il faut bien connaître le marché de l'entreprise, l'évolution de celui-ci, les technologies. Je vous renvoie à mon introduction. Connaître aussi les taux de marge qui vont s'appliquer. Donc là aussi, quand on est face à un grand groupe, l'avantage c'est qu'ils ont une vraie politique de marge, donc ils font en sorte de tenir cette marge. Dans notre entreprise plus petite, c'est plus de la cueillette, c'est plus de l'artisanat, c'est plus un constat a posteriori qu'une prévision. Taux d'imposition, ça j'en parle pas parce que évidemment, évidemment on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dessus. Et puis après, vous avez l'investissement qui est à connaître. Mais la croissance du chiffre d'affaires, de toute façon, est bien liée à ces deux éléments-là. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme équipement pour arriver à avoir les capacités à générer notre chiffre d'affaires futur avec le besoin en fonds de roulement qui devrait sans doute l'accompagner. Et puis vient le dernier point qui au début ne nous pose pas trop de soucis parce qu'il est donné, mais c'est tout ce qui est nécessaire pour calculer le CMPC. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin du coût des fonds propres de l'entreprise, du coût de la dette et de la manière dont, quelles sont la pondération de ces deux-là dans le total des fonds disponibles. Mais ça se retrouve, mais ça, vous voyez, c'est un domaine plutôt du financier. La valeur terminale, eh bien, vous l'obtenez pour une petite formule toute bête, qui est la suivante. Vous direz, eh bien, je prendrai le flux de trésorerie disponible de la n+e année. C'est-à-dire que si j'ai fait un business plan de 10 ans, je vais calculer le flux de trésorerie de la 11e année. Alors ça, c'est facile à calculer. Le flux de la 11e année, c'est celui de la 10e avec un taux de croissance, ce qu'on appelle le taux de croissance stable, qui va s'appliquer. L'idée étant que c'est au-delà de 10 ans, eh bien, on peut penser que l'entreprise est complètement stabilisée en termes de croissance et on aura un seul et unique taux alors qui va s'appliquer. Et puis même s'il n'est pas tout à fait stabilisé, vu que ça se passe de plus en plus loin dans le temps, c'est sans doute pas trop grave. Pour obtenir ma valeur terminale, je prends alors ce flux de trésorerie n+1 que je divise par CMPC moins petit g. En fait, c'est jamais que la formule des termes d'une suite géométrique qui est utilisée de nouveau ici. Si vous la regardez bien, vous avez déjà regardé Gordon-Shapiro, c'est exactement la même formule, Gordon-Shapiro, si vous regardez. Et puis là, on a fait le tour, l'actualisation au CMPC. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je vous fais un petit rappel, simplement pour pouvoir vous emmener faire vos petits calculs qui vont bien. Puisque maintenant, ça va être à vous de jouer. Il faut que je trouve mon exo. Le petit exo, vous l'avez en ligne. C'est le groupe Eiffage que vous voyez apparaître ici. Donc, Eiffage, vous avez quelques infos. À l'époque,
son chiffre d'affaires était légèrement inférieur à 8 milliards d'euros, un cours de bourse à 94,50 €, un endettement très faible, 81 millions d'euros, un capital constitué de presque 30 millions d'actions, et puis des prévisions qui ont été fournies pour les 5 années suivantes. Là, on va faire un calcul sur 3 ans. Et les prévisions, vous les avez ici. Une croissance du chiffre d'affaires qui vous est fournie, et le montant du chiffre d'affaires correspondant. Le taux de marge, c'est-à-dire résultat rapporté au chiffre d'affaires. En pourcentage, ce que l'on peut s'attendre en termes de dotations, amortissements et provisions. La même chose en termes d'investissement, toujours rapporté au chiffre d'affaires. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation rapporté également à ce même chiffre d'affaires. Et puis un taux d'imposition. Là, je voulais simplifier, je l'ai mis à 34%. Prenez 34%, ça évitera qu'on ait de grosses différences dans nos calculs. À partir de la 6e année, les flux de trésorerie vont se stabiliser. On est dans une période constante de la croissance à 3% par an. Une rentabilité attendue à 5,5%. Comprenez ça, c'est le CMPC. Et puis le BFR de l'année 2004 était à 4,3%. Voilà, je vais vous demander de me donner, avec la méthode des flux de trésorerie disponibles, la valeur des phages que vous pouvez estimer. Si vous le cherchez, vous avez l'énoncé sur Moodle. Ici, donc Excel est notre ami. On ne va surtout pas se priver à partir de maintenant de l'utiliser de manière plutôt systématique. Le travail sur les flux de trésorerie disponibles se fait en plusieurs étapes. Première étape, c'est l'évaluation du flux de trésorerie lui-même. Donc là, c'est le montage du business plan. Vous avez besoin avant tout du résultat opérationnel. Celui-ci est obtenu en prenant le chiffre d'affaires prévisionnel multiplié par le taux de marge, c'est-à-dire résultat opérationnel sur chiffre d'affaires. Vous avez ainsi les chiffres d'affaires les résultats opérationnels des 5 années qui vont pouvoir être calculés. Dans un deuxième temps, on calcule ce résultat opérationnel après impôt. Donc ici, je vais prendre mon taux de 34% pour obtenir l'impôt sur les bénéfices, ce qui me donne les résultats opérationnels après impôt suivants. Pour passer du résultat opérationnel à une capacité autofinancière d'exploitation, je rajoute les dotations, amortissements et provisions. Ceci a été donné sous forme de pourcentage dans le tableau. Je l'applique directement au chiffre d'affaires. Et puis vient enfin maintenant le calcul de la variation du besoin en fonds de roulement. Pour ceci, vous allez systématiquement rapprocher deux besoins en fonds de roulement d'exploitation annuels successifs. Donc pour la variation de BFRE en 2005, vous prendrez le BFR 2005 auquel vous allez retrancher le BFR de l'année 2004. Et il faut bien deux BFR pour calculer la variation. Le BFR 2005, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel 2005 fois le taux d'investissement en BFR, et vous aviez le taux 2004. Donc en 2005, une variation de 13,889 millions d'euros. Et ça sera la même chose pour les années suivantes. L'investissement vous était donné également en pourcentage de chiffre d'affaires.
Donc, on applique alors ce pourcentage en pensant bien que c'est quelque chose qui va se retrancher. Vous avez ainsi en 2005 cette prévision qui est à 202 et quelques millions d'euros. Et si vous avez bien fait votre calcul, en fait, vous le faites sur la première année et vous avez tout à recopier vers la droite. Vous avez ainsi vos 5 années de flux prévisionnel. Pour pouvoir calculer la valeur terminale, vous avez besoin du flux de trésorerie N plus 1. Pour obtenir le flux de trésorerie N plus 1, eh bien, je prends la valeur du flux 2009, 252,614, auquel j'applique la croissance qui nous était donnée. Ce qui vous fait un flux N plus 1 à 260,192. Une fois que j'ai le flux N plus 1, je passe à la valeur terminale. Cette valeur terminale, c'est le flux N plus 1 divisé par la différence entre rentabilité attendue et taux de croissance de l'entreprise. Ce qui nous donne alors 10 407 de valeur terminale. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Oui. Ok. Maintenant que j'ai mes flux de trésorerie, que j'ai ma valeur terminale, je vais passer à la deuxième étape, l'actualisation des flux. L'actualisation ici alors, se fait toujours à 5,5%, rentabilité des fonds propres, simplement parce que l'entreprise est si peu endettée que calculer le CMPC avec les 80 millions de dettes ne vous change pas le pourcentage. Mais c'est vraiment un cas particulier que vous rencontrez ici. J'insiste bien, cas particulier. Donc l'actualisation, on va actualiser le flux 2005 à un taux de 5%, ce qui nous donne 191,68. On va actualiser ensuite les flux 2006, 2008, 2009, toujours le même principe, à 5%. Et on va également actualiser la valeur terminale. Le piège ici, c'est quelle est la puissance que l'on va utiliser pour l'actualisation. Et je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Quelle puissance je vais appliquer au taux d'actualisation? Alors, bien sûr, répondre à cette question n'amène pas de points supplémentaires, mais alors votre niveau de la considération que je vais avoir pour vous va considérablement augmenter. Rentabilité attendue, la rentabilité attendue, c'est ce qui me permet d'actualiser. Mais par contre, quand j'actualise, à chaque fois, j'ai un numéro d'année qui est l'exposant, le numéro de puissance. Donc, quel est le numéro d'année que je vais utiliser pour la valeur terminale? Est-ce que je vais utiliser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou plus? 6. 6. Pourquoi 6? 10, un peu élevé peut-être. 5, ça me plaît plus. Alors regardons ceci un peu de plus près. Je vais tenter de basculer sur tableau blanc. Donc j'arrête momentanément mon Excel, tableau blanc. Allez, c'est parti, tableau blanc. On va se mettre tout d'abord une échelle de temps. Comme ceci. Je vais me faire mes petits repères.
Et moi, je vais être ici, je suis début 2004, début 2005, fin 2004, comme vous voulez, au moment où je fais mon évaluation. On est dans des cas simples hein, où on respecte les années. 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, dernière année où on a des flux de trésorerie. Ici, j'ai mon flux de trésorerie 2005 qui va apparaître. Là, j'ai mon flux de trésorerie 2006. Je suis un peu à cheval là. Flux de trésorerie 2007. Flux de trésorerie 2008. Flux de trésorerie 2009. Alors, au début, là, c'est le truc classique. Le flux de trésorerie 2005, je le ramène au moment de mon calcul. Donc ici, l'exposant, c'est 1. Le flux 2006, je le ramène au moment de mon calcul. Exposant 2. 2 années se sont écoulées. Le flux de trésorerie 2007, normalement, ma trésorerie connaît un flux qui augmente fin 2007. Je vais ramener 3 ans en arrière. Dans mon calcul, c'est flux. Le flux de trésorerie 2008, c'est dans 4 ans, exposant 4. Le flux de trésorerie 2009, c'est dans 5 ans qu'on le reçoit, c'est exposant 5. Maintenant, je change de couleur. Ma valeur terminale. Petite flèche. Valeur terminale, je mets ça en bleu. Ma valeur terminale, dans 200 ans, je touche un flux de trésorerie. Je le ramène au jour d'aujourd'hui. Dans 120 ans, j'ai un flux de trésorerie. Je le ramène ici. Dans 50 ans, j'ai un flux de trésorerie, je le ramène. Bref, tous les flux de trésorerie futurs, je les ramène à la fin de ma période de business plan. Donc quand je suis fin 2009, tous les flux de trésorerie sont résumés en une valeur terminale. Je vous mets plein de flèches hein, pour vous dire, voilà, tout ça, on l'a ramené, on l'a agrégé, on a fait un calcul un peu peut-être simpliste, mais on a pris le flux de trésorerie N plus 1 et on l'a divisé par CMPC moins J. Voilà. La valeur terminale, ici, on l'a donc fin 2009. On va la ramener en l'actualisant à notre date de calcul. Cette valeur terminale, elle est constatée fin 2009, c'est-à-dire quelque chose qui se situe de 5 ans dans le futur. J'actualise puissance 5. Le truc qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la puissance du dernier flux de votre business plan sera la puissance de votre valeur terminale. Bien, parce qu'on est en train de tout ramener à la fin du business plan. Est-ce que ça va pour vous? Voilà pour ceci. Je reviens donc
dans notre calcul sous Excel, la valeur terminale, elle va être puissance 5. Voilà, les 10 407 représentent 7 963 après actualisation. J'obtiens la valeur globale de l'entreprise en faisant la somme de ces 6 montants actualisés, soit 8 959. Au passage, vous voyez que la valeur terminale représente une part très importante de cette valeur globale de l'entreprise. Pour obtenir la valeur des capitaux propres, je prends la valeur globale de l'entreprise, je lui enlève la valeur de la dette financière de 81 millions, ce qui nous laisse pour les capitaux propres une valeur de 8 878 et quelques décimales. Le capital est d'un peu plus de 29 millions d'actions, donc cela me permet d'obtenir la valeur d'une action à 300 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils se sont tous évanouis. Est-ce que le calcul est bon pour vous? Première chose peut-être. Alors oui, les calculs ne sont pas compliqués. Hein. Quand on utilise un tableau, la fameuse formule sigma machin chose, en gros, on s'assoit dessus. Hein. C'est juste la formule mathématisée. Avec Excel, ça va extrêmement vite. Là, vous avez même une base. Le prochain calcul, je pense que vous prenez cette feuille et vous changez les montants. Ça devrait se faire tout seul. Bon. Ouais, hop là. Pourquoi il n'y a pas de reprise? Très bonne question. Simplement parce que les reprises sont très difficiles à prévoir. Autant vous avez fait un investissement, vous avez un équipement, vous êtes capable de dire, voilà la dotation aux amortissements. Par exemple, vous avez acheté 100 000 € d'équipement, bon, bah, vous avez à 10%, 10 000 d'amortissement dans le futur. La reprise, c'est plus compliqué, parce que c'est avant tout quelque chose qui va concerner des provisions. Et seulement, même, beaucoup. Et est-ce que je suis capable de vous dire, dans 3 ans, on va passer une dotation aux provisions pour des créances clients douteuses, et puis dans 4 ans, Finot, il a payé le client et on fait une reprise. Et là, c'est un peu compliqué. Donc, ce que peuvent faire quelquefois les entreprises, c'est là aussi imaginer un taux de reprise. D'après notre expérience, on sait qu'on est à tant de pourcentage de reprise sur des provisions d'exploitation. Et le fameux taux qu'on vous donne ici, par exemple les 1,5% dotation aux amortissements et provisions sur chiffre d'affaires, en fait, on réfléchit en dotation, amortissement et provision net, c'est-à-dire dotation moins reprise. Et vous avez vu ici, on ne s'est pas beaucoup embêté, le taux, le pourcentage est le même, quelle que soit l'année. On n'a pas vraiment pris de risque là, à se dire ça va augmenter, ça va diminuer. C'est bien sans doute une des choses les plus compliquées à estimer. Alors la chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que là on a une méthode qui nous dit le titre vaudrait 300 €. Alors que quand on est au mois de février 2005, le titre ne vaut que 94,5 € coté en bourse. Donc on a quand même quelque chose qui est une différence de 205 € par action. Ça, je pensais que ça allait vous faire réagir. Là, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez mettre en avant.
Le premier, c'est peut-être dire, on doit être face à une action qui est sous-cotée. Ça vaut 300 euros, mais en bourse, pour l'instant, on ne l'échange qu'à 95 euros. Eh bien, oui. Du coup, monsieur, faut acheter en fait, c'est ça? Alors là, faudrait acheter. Là. Si vous êtes certain de vos prévisions, c'est-à-dire que tous les éléments du business plan qui a été chiffré ici vous semblent corrects, ben là, les sages semblent sous-cotés. C'est-à-dire, en fait, la valeur auquel, enfin, le prix auquel il s'est échangé en bourse est bien plus faible que ce que ça vaut. Donc là, vous êtes tombé sur une pépite, il faut acheter d'urgence les titres pour les revendre aussi sec derrière en faisant des bénéfices dès que ça va commencer à grimper. Quand tout le monde sera au courant que ça vaut plus, le cours de bourse devra augmenter. Ou, deuxième cas, vous allez dire, ouais, vous êtes bien gentil avec vos calculs. Néanmoins, ce business qui nous est montré, le business plan, il est peut-être pas très réaliste. Regardez ce qui se passe. On a un résultat opérationnel, vous voyez, qui augmente. Et on a un résultat qui augmente plus vite que n'augmente le chiffre d'affaires. Donc peut-être que on va se poser des questions. Vous voyez, on est avec une croissance de chiffre d'affaires en 2009 qui est prévue à 3%. En fait, on est en train d'aller vers le taux de croissance constant, mais avec un résultat d'exploitation qui, lui, représente 4,5% de ce résultat opérationnel. Voilà, j'aurais tendance à dire, ben ouais, mais ça veut dire que vous avez réussi à faire des économies en termes de charges d'exploitation. On a quand même 0,3 points. Je pourrais dire, ben, moi par prudence, au mieux, je considère que on reste sur 4,2%. Je me modifie mes chiffres, on est toujours de rigoler un petit quart d'heure. Je considère qu'on est à 4,2%, identique. Maintenant, regardez ce qui se passe au niveau de mon calcul qui a dû suivre. L'action ne vaut plus que 279 euros. On a déjà 21 euros qui ont disparu par rapport à ce qu'on avait prévu. Après, il y a peut-être des choses qui vous ont étonné. On garde le même investissement, moi je ne touche pas, mais regardez le besoin en fonds de roulement. Il passe de 4,3 à 4%. On est en train de considérer que notre entreprise, même si elle continue à faire des investissements et à faire plus de chiffre d'affaires, eh bien, elle est en mesure de bien maîtriser et faire diminuer le pourcentage, c'est-à-dire le poids du BFRE. Bah, je sais pas, mais là, ils ont prévu 1 milliard, enfin un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans. Logiquement, des créances clients doivent augmenter. Vous connaissez toujours le BINS, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, là, je peux dire, bah, soyons prudents. Je considère que le poids du BFR n'est pas décroissant, mais dans le meilleur des cas, va représenter le même pourcentage. Je passe partout à 4,3%. Je suis en train de devenir, vous voyez, beaucoup plus dur, beaucoup plus pessimiste. Bon, bah, maintenant, vous voyez, je suis passé à 277 pour l'action. Et le gros point, ça va être la croissance. 3,4 points de croissance. Bah, vous voyez là, ils ont quand même 300 millions de chiffre d'affaires de plus en 2006 de prévu. Pareil, 300 millions de plus en 2007, 300 millions de plus en 2008. Bon, bah ouais, ils sont bons, quoi. J'espérais qu'ils sont bons. Mais si la croissance est plus faible, peut-être que ça expliquerait les 94 euros. Vous voyez, si on vous dit, bah ouais, mais moi je mets du 2% de croissance, parce que j'estime que là, on est rappelez-vous, on est dans les années de crise financière, hein, 2007-2008. Je vais commencer à faire diminuer mon calcul, etc. Monsieur, oui. Juste pour la modification du BFRE, vous avez mis 4,3 pour être à peu près à la hauteur du résultat opérationnel? Ben non, pour garder en fait le même BFR que vous prévoyez. Ah, depuis 2005, d'accord. Ouais. D'accord, pardon, ok, merci. Et qui était également, oui, le 4,3 en 2004.
Ok. Et, parce que là, leur BFR qui était de plus en plus faible, ça tient un peu du jeu que leur affaire. Dire là, en 2004, on est en 4,3%, en 2005, 4,3%, puis après, on va être suffisamment bon pour pouvoir diminuer le pourcentage, alors que le chiffre d'affaires, lui, augmente. Ouais, moi, je veux bien, mais j'ai un peu de mal. Donc, oui, je vais modifier mes chiffres d'affaires dans ce sens-là, en mettant 0,2% à chaque fois d'augmentation. Après, j'arrêterai de vous embêter avec ce truc, mais là, Excel vous permet de faire un petit bricolage. Et vous voyez, l'action a encore perdu de la valeur. Vraiment terminer l'affaire. J'ai une autre méthode pour pouvoir évaluer une entreprise. Cette méthode, c'est la méthode des flux de trésorerie revenant aux actionnaires. Alors, beaucoup moins utilisée, parce que c'est plutôt un cas particulier. Cette méthode, c'est la méthode qu'on appelle la méthode FTC, c'est-à-dire la méthode des flux de trésorerie courants. La formule est la même quasiment à ce qu'on a vu précédemment. Les flux de trésorerie courants, là, puisqu'on est face aux actionnaires, on se pose la question, qu'est-ce que peut potentiellement recevoir un actionnaire? Eh bien, lui, c'est le résultat net qui lui appartient. Il n'y a plus que lui qui est concerné. Donc, départ, résultat net. On rajoute tout ce qui est dotation aux amortissements et provisions d'exploitation financière exceptionnelle, net de reprise, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi en termes de méthode, des calculs. Ça nous donne la capacité autofinancement totale classique de l'entreprise. Et pour aller sur le flux de trésorerie, on va retrancher le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. On va également enlever de ce flux de trésorerie, pardon, de cette CAF, les investissements de l'exercice pour obtenir le flux de trésorerie. Et on va également retrancher le remboursement des dettes à destination des associés. À l'inverse, si on a eu de nouvelles dettes durant l'exercice, celle-ci va venir augmenter le niveau du flux de trésorerie courant. Voilà ce calcul de flux de trésorerie courant. En fait, il faut penser actionnaire et vous retrouvez la formule normalement sans trop de problèmes. Vous remarquerez que là, on ne tient plus compte de l'impôt, puisqu'on part du résultat net. Le calcul de l'impôt a déjà été pris en compte. Pour obtenir la valeur des capitaux propres, eh bien là, on l'a directement, on ne tient plus compte de la dette financière. Et vous voyez, on retrouve quelque chose de très similaire. Flux de trésorerie courant sur les quelques premières années, valeur terminale pour le reste des années qui suivent, une actualisation, mais une actualisation qui se fait uniquement cette fois-ci sur le coût des capitaux propres, puisque le seul public concerné dans l'évaluation, c'est le public des associés. Et puis, même principe pour calculer la valeur terminale, c'est le flux de trésorerie courant N plus 1 divisé par la différence, rentabilité des capitaux propres, moins taux de croissance petit g. Et si vous voulez le développer, ça vous ferait ceci. Donc c'est en fait notre méthode précédente qui était adaptée à un seul public, celui des associés. Méthode pas très utilisée en soi, mais il faut savoir qu'elle existe. Troisième méthode, qui est un point particulier, c'est le modèle de la valeur actuelle ajustée. C'est un modèle qui est utilisé spécialement lorsqu'on est face à des entreprises dont la situation financière est très rapidement évolutive.
C'est ce qu'on va rencontrer dans l'étude de cas qui va suivre. Donc des financements particuliers d'entreprises qui permettent des reprises, de jouer sur les effets de levier, par exemple. Donc, des entreprises qui peuvent être fortement endettées, notamment. Donc, ce qui vous donne alors ce modèle qui fonctionne de la manière suivante. On va prendre des flux de trésorerie disponibles que l'on va actualiser. Alors là, j'ai une erreur, c'est pas infini, c'est petit n, hein, bien sûr. Et puis la deuxième partie, c'est de dire, eh bien, pardon, excuse-moi, ma formule est juste développée. Et une deuxième partie qui va être de dire, ouais, mais si on a une entreprise qui est endettée, ça va nous générer de la charge financière. S'il y a de la charge financière, ça diminue le montant du résultat imposable. Donc le fait d'être endetté nous amène à une économie d'impôt. C'est ce qu'on trouve dans la formule. Hein. Je prends la dette, je lui applique le taux d'intérêt de la dette, et à ce taux d'intérêt de la dette, j'applique le taux d'imposition. Et comme c'est des flux récurrents sur plusieurs années, je vais avoir une actualisation. Tout cela se fait au niveau d'une actualisation pour les associés, parce qu'on cherchait la valeur des capitaux propres. Et après, ça vous fait une super petite formule en développé. Alors, c'est vraiment la formule qui en jette, hein, lors d'un cocktail, un repas de famille, etc. Vous sortez cette formule, ça fait genre, on a bien bossé, on se rappelle une belle formule. Mais vous verrez notamment dans l'étude de cas qui suit, cette formule, on la retrouve simplement par l'enchaînement des calculs et la situation de l'entreprise. Voilà, donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer cette méthode APV juste pour quelque part un peu le plaisir des yeux, mais et la logique qui est derrière de l'économie d'impôt du fait que l'entreprise soit endettée. Je passe un peu vite là-dessus, hein, c'est pas hyper fondamental. Vous penserez à moi le jour où vous la rencontrez. Si c'est bon pour vous.